Pignon Ernest, qui nous fait l'honneur de venir cette année au rendez-vous de l'histoire de Blois. C'est une vraie joie de pouvoir échanger donc, avec lui aujourd'hui sur son œuvre, sur son travail artistique. Donc l'entretien se déroulera sur scène ici, mais aussi avec la salle peut-être. Et même si nous commençons un petit peu en retard à cause d'un petit problème technique, nous essayerons d'avoir le temps d'un échange, une dizaine de minutes avec la salle. Donc Ernest Pignon Ernest, comme vous le savez, est un artiste qui a marqué et qui continue à marquer son temps. Il fut l'un des premiers, sinon le premier, à faire de la ville et de la rue le matériau de son travail, au point qu'il est crédité, même s'il ne se reconnaît peut-être pas forcément dans cette généalogie, d'être le père de l'art urbain, de ce qu'on appelle, de manière un peu floue et générale, le street art. Votre lieu de prédilection, Ernest, c'est donc moins le musée, même si vous avez eu une magnifique rétrospective très récemment à Nice, au musée d'art moderne et d'art contemporain en 2016. C'est donc moins le musée que la ville que vous avez investi depuis une cinquantaine d'années maintenant, à travers vos nombreuses et très remarquées interventions éphémères. Votre travail d'artiste, il se présente en réalité comme une étonnante traversée de l'histoire du XXe siècle. C'est ce que j'ai un petit peu, c'est l'impression que j'ai eue en reparcourant toute votre œuvre. Il me semble que ça devait être dit devant ce parterre d'historiens. Vous commencez à faire des interventions très tôt en réalité, dès les années 1960, au moment de l'installation du nucléaire en France, dans le Vaucluse, sur le plateau d'Albion. Ensuite, très rapidement, vous faites une exposition qui vous fait largement connaître en 1971. Et cette exposition était consacrée à la mémoire de la Commune de Paris et au peuple de la Commune. Donc vous entrelacez, on aura l'occasion d'en reparler, cette mémoire de la Commune avec les événements plus récents de la guerre d'Algérie. Donc ça c'est un moment fort je dirais, qui vous installe dans le paysage artistique français et international. Et puis vous allez donc continuer ce travail, coller des dessins dans les rues de Paris. Une campagne très importante en 1975, au moment de la légalisation de l'avortement. Voilà, une campagne de dessin extrêmement forte, sur laquelle on reviendra sans doute. On connaît aussi votre travail sur l'apartheid et sur le sida en 2002, en Afrique du Sud, où vous posez des dessins, des sérigraphies à Soweto, à Durban. Et puis, tout au long de votre carrière, vous n'avez jamais cessé de travailler sur l'espace méditerranéen, sur la ville méditerranéenne, sa culture. On pense à Naples, à Rome et aussi à Alger. Alors, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. C'est un honneur de vous accueillir. Merci de m'accueillir. Alors, pour commencer cet entretien, comme vous le savez, cette année, le thème de Blois, c'est la puissance des images. Alors, j'ai envie de dire que cette formule colle parfaitement à votre travail. Et pour lancer la discussion, voilà, j'avais envie de vous demander comment, en tant qu'artiste, est-ce que vous travaillez vos images? Qu'est-ce qui fait la puissance de vos images, selon vous? Et peut-être que pour cela, eh bien, on pourrait partir d'une de vos œuvres les plus emblématiques. Celle de... On va faire circuler. Je fais une petite réserve, je suis désolé, mais les proportions ne sont pas bonnes sur l'image. Mes images sont écrasées. Donc, oui. Ça me contrarie beaucoup parce que vous imaginez, je travaille beaucoup les proportions. Et donc, alors, je ne vais pas les regarder parce que ça va... Imaginez qu'elles sont plus élancées, mais on a un problème de rapport là. Désolé, on ne peut pas faire autrement. Voilà, ouais. De ce que vous avez dit, j'ai attrapé à propos des musées. Si je suis intervenu dans la rue, dans l'espace de la ville, ce n'est évidemment pas une attitude anti-musée. Hein. Je veux dire que je n'ai jamais fait de déclaration. Je pense que les musées sont très bien, que c'est très important que nous ayons des musées. Et là, je n'ai jamais eu ce discours-là. Hein. Je veux dire, si je suis intervenu, comme je le fais, comme ça,
en dehors du musée ou de la galerie et tout ça. C'était quand vous dites la puissance de l'image, au fond, c'est parce qu'à un certain moment, j'ai senti que l'image ne pouvait pas résoudre certains problèmes que j'essayais d'attraper. Et donc, c'est un peu une réserve sur la puissance de l'image. Vous voyez, je veux dire que c'est parce que j'ai souhaité traiter certains thèmes avec l'intention de faire de la peinture, hein, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, avec un tableau, traiter ce thème-là. Je veux dire, comme c'est un peu dur la manip là-dessus, je vous montrerai les images tout à l'heure, mais ce qui s'est passé, c'est que en 1964-65, j'avais gagné de quoi vivre pour 1 an à peu près. J'avais fait les plans de la villa d'un dentiste. C'est bon le son pour vous? Ça va? Ça résonne tellement, c'est un peu désagréable. Donc, je m'étais dit, je vais me consacrer enfin complètement à la peinture. J'avais 22 ans, 23 ans, avec cette somme-là. Et comme je vivais à Nice, que la vie est plus chère, je suis parti dans le Vaucluse pour m'isoler un peu, pour avoir des loyers moins chers. J'avais loué un ancien bistrot pour 5 000 anciens francs. Et au moment où je m'installe là, j'apprends qu'à moins de 30 km s'installe la force de frappe atomique. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont un certain âge, vous voyez la force de frappe atomique au plateau d'Albion. Au plateau d'Albion, vous vous rappelez que René Char avait mobilisé beaucoup, quoi, la Provence, terre mutilée et tout ça. Donc je m'inscrivais là-dedans. Effectivement, si j'avais envisagé de me consacrer à la peinture, je le dis avec ironie, hein, parce que j'aime bien Cézanne, c'était pas pour peindre des pommes, quoi. Vous voyez, pour moi, la référence était Guernica, enfin voilà. Donc, je m'étais dit, ben voilà, le thème du nucléaire, c'est un thème à la hauteur, quoi, voilà. Et donc, comme je me documente toujours beaucoup, tout ça, quand j'ai mesuré ce que ça représentait, c'était des centaines de fois Hiroshima qui étaient enquistés, enfouis sous des champs de lavande ou sous des amandiers, vous voyez, je veux dire. Et il m'a fallu quelques mois pour comprendre que je n'arrivais pas à exprimer cette espèce de contradiction terrible entre la beauté de ce paysage et cette puissance de mort, qui était non seulement une puissance de mort, mais qui était en même temps un tournant dans l'histoire de l'humanité avec le nucléaire. Déjà, moi je suis né pendant la guerre sous ce signe-là d'Hiroshima et de Nagasaki, et que, vous voyez, l'homme peut annihiler l'homme, quoi, vous voyez, je veux dire. Et donc, j'étais incapable, un peu comme si l'idée du tableau, de la peinture, ne pouvait pas aborder ça, vous voyez, en tout cas moi. Je veux dire que je savais déjà que je n'étais pas Picasso, hein, que je ne ferais pas Guernica, malheureusement. Mais vous voyez l'idée du tableau, le tableau lui-même et même ses modalités de diffusion. Je me suis dit, dans le meilleur des cas, j'aurais une exposition là où j'étais installé, à Carpentras ou à Avignon, vous voyez, et par rapport au sujet, ça me semblait un peu dérisoire. Et en réfléchissant, il m'est apparu que c'était les lieux eux-mêmes qui étaient porteurs d'une dimension poétique et dramatique très très forte, et que c'était sur les lieux eux-mêmes qu'il fallait intervenir. Et à ce moment-là, vous connaissez sûrement cette photo, je vais vous la montrer, mais comme j'ai peur de rentrer là-dedans, il existe une photo, on dit toujours qu'elle est d'Hiroshima, en fait elle a été prise à Nagasaki. C'est l'éclair nucléaire a décomposer un type, quoi. Il est annihilé complètement et il ne reste plus que son ombre portée, si vous voulez. Et j'ai pris cette image comme symbolique de cette faculté de la force atomique à annihiler les gens. Et j'ai fait, à partir de cette photo, j'ai fait des pochoirs, comme un fantôme, comme une alerte, que j'ai mis sur tous les chemins qui allaient vers le plateau d'Albion. Vous voyez, je veux dire, voilà. Ça veut dire que par rapport à la puissance de l'image, vous voyez, c'est un moment où j'ai eu l'impression que l'image ne pouvait pas résoudre ce problème. Alors c'était une image, mais mise en relation directe avec la vie, quoi. Vous voyez, voilà. Et puisque vous avez parlé de la commune, au fond, entre-temps, j'ai fait d'autres interventions, mais je me suis en train de me demander si il faut que je garde ça. Oui, mais on peut. Ouais. Oui, on peut. Bon.
Sur la mémoire des lieux, justement, puisque vous avez... Ouais. Non, parce qu'on avait décidé de passer une image qui me permettrait d'expliquer comment fonctionnent mes interventions. Et donc, je pars sur d'autres thèmes. On va passer ça, et après, on reviendra dessus. Là, symboliquement, parce que c'est le travail que j'ai, à mon avis, le plus complet que j'ai réalisé, le plus intéressant, où j'ai eu le plus de plaisir, qui correspondait à une nécessité pour moi. J'ai travaillé à Naples sur plusieurs années, et c'est une façon d'interroger un peu ce qui fonde ma culture de méditerranéen, de niçois, de la latinité et tout ça. Donc je suis allé travailler à Naples. Symboliquement, j'ai mis cette image-là, parce que c'est la première que j'ai collée à Naples. Elle réunit, c'est une citation d'un David et Goliath de Caravage. Au moment où je l'ai fait, on était persuadé qu'il avait été peint à Naples. Caravage, vous le savez, avait tué. Il avait dû fuir Rome, Syracuse, Malte et tout ça. Et à ce moment-là, il est à Naples. Il attend le pardon du pape. Il est en pleine période de contrition. Et il fait ce David et Goliath qui est à la Villa Borghese maintenant, en se représentant lui-même la tête tranchée. Voilà, on sait que la tête tranchée qui est dans la main gauche, c'est un autoportrait de Caravage. Et dans l'autre main, j'avais mis la tête de Pasolini. Voilà, et une façon de présenter mon travail napolitain sous leur double parrainage. Voilà, sûrement on va y revenir parce que Pasolini est toujours un repère pour moi dans son travail de poète et de cinéaste et de polémiste aussi et politique. Et en tout cas, ils avaient tous les deux en commun au moins pour aller vite là maintenant, si on revient sur Pasolini, d'abord d'être morts tous les deux sur des plages près de Rome, comme ça, de façon un peu ambiguë. Maintenant, c'est plus tellement ambigu pour Pasolini. Et ils avaient en commun d'avoir traité, au fond, les grands rites, non pas comme des choses exceptionnelles et héroïques, mais comme ils étaient vêtus par les gens de la rue. Hein, voilà, on peut les rapprocher comme ça. Et justement, dans ces œuvres de la période napolitaine, dans ce parcours, en gros, qui date des années 88-90, vos dessins, vous les collez dans des lieux particuliers de Naples. C'est-à-dire que vous dites souvent que votre œuvre, ce n'est pas l'image elle-même, mais c'est la manière dont elle va revitaliser, réveiller un lieu. Mais les lieux comptent plus que l'image, c'est-à-dire que... je vais prendre un exemple, je crois. Ouais. Mais non, là, dans cette église, non, je ne vais pas prendre. Si je vous fais ça, je m'arrête à chaque truc. Non, à Naples, j'ai traité deux thèmes essentiels. Cette propension qu'a cette ville à interroger les images de la mort depuis l'Énéide, quoi, avec cette idée qu'à Naples, le sacré ne vient pas de la roue, il vient de sous la terre, quoi. Vous voyez, je veux dire, c'est là qu'il y a le lac d'Averne, que Énée va voir son père aux enfers. Enfin, il y a ce sentiment qu'à Naples, on est au-dessus des enfers tout le temps. Et cette relation à la mort tout le temps. Donc, j'ai beaucoup interrogé toutes les représentations de la mort qui sont nées là-bas, en les travaillant à partir de la peinture napolitaine. Et avec toujours cette idée d'une relation au sous-sol, vous voyez, toujours. Et voilà, je vais passer. Là, on est sur le. C'est pour ça que je m'arrête à chacun. Là, on est sur le palais San Severo. Pour ceux qui connaissent Naples, c'est Di Sangro, c'est lui qui a fait la chapelle San Severo, qui est essentielle à Naples. Voilà. Et je vais prendre. Donc, il y a plusieurs parcours sur les images de la mort, avec des interrogations sur les pietas. Mais j'ai beaucoup travaillé sur les glissements. Mythologie grecque, mythologie romaine, mythologie chrétienne, si vous voulez. Je veux dire que, par exemple, déjà à Pompéi, on voit une représentation d'Adonis blessé dans les bras d'Aphrodite qui annonce la piéta chrétienne. Vous voyez ce que je voulais? J'ai travaillé beaucoup ce genre de choses.
Il y a aussi des représentations de la peste que vous reprenez, des représentations de la peste. Oui, c'est les autres. Ben là, c'est une citation d'une Pietà de Ribera. J'ai interrogé comme ça toutes ces représentations de la mort. Là, il n'y en a que quelques-unes ici. Hein. C'est un travail que j'ai développé sur 7 ou 8 ans. Là, par contre, je suis parti de cette façon de porter les corps dans une peinture, une très belle peinture qui est à San Martino, qui date de la peste du XVIIe siècle. Je vous montre 2, 3. Ça, sont des sérigraphies. Les autres sont des dialogues avec des peintures, presque des citations, mais avec des distorsions. Je vous dirai pourquoi. Là, par contre, c'est une image que j'ai composée simplement en essayant de faire circuler la lumière sur le corps et tout, comme dans les peintures de Caravage. C'est-à-dire que quand Naples impose ça, il y a... je fais court parce que je peux faire Naples. Donc, il y a 2 femmes qui font une thèse sur mon travail de Naples. Elles ont vu que j'ai travaillé sur 92 livres pour faire Naples, quoi. Vous voyez, donc je deviens un expert. Mais à Naples, l'idée d'interroger la peinture de Caravage s'impose tout de suite. Dans cette ville, il y a cette espèce de lutte entre la lumière. C'est une des villes les plus ensoleillées d'Europe, mais en même temps, c'était la plus grande ville d'Europe aussi au XVIIe et XVIIIe. Il y a des immeubles de 24, 25 mètres, donc il y a une lutte perpétuelle entre la lumière et l'ombre et les ténèbres, comme ça. Et cette ville dégage une espèce de sensualité. Vous voyez, les draps, les poissons, il y a une sensualité de cette ville assez extraordinaire et un sentiment de la mort tout le temps. Ça, c'est très présent. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire ça. Donc, cette image-là, je la montre 2, 3 fois parce que donc ça m'ennuie qu'elle soit un peu écrasée. Hein. Essayez d'imaginer qu'elle est un peu plus haute et un peu plus élégante. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, chaque lieu est choisi de façon très très précise. L'image précédente, elle est derrière la chapelle de San Severo. Là, c'est parce qu'il y a ce Christ tracé et la Madone de l'Arco. La Madone de l'Arc, c'est une Madone qui est vénérée à Pâques, à Naples. Et les chiffres qui sont là, alors maintenant je ne me souviens plus, ce sont les chiffres du loto de la Camorra, du loto clandestin. Et ils signifient quelque chose. Là, j'ai oublié ce que ça signifie. Parce que, bon, je vous raconte ça va oui. J'oublie maintenant la signification. J'avais appris par cœur. Dans le loto napolitain, chaque chiffre signifie quelque chose. Mettons, si la mer a un chiffre, le soleil a un chiffre, une femme a un chiffre, si elle est nue, c'est un autre chiffre et tout ça. Alors si vous rêvez d'une femme nue au bord de la mer, ça vous donne des chiffres et les types vont les jouer au loto. Vous voyez, je veux dire. Donc, quelquefois, quand vous voyez les chiffres comme ça, ça a une signification. Là, sûrement, ça avait une signification plus grave que l'exemple que j'ai donné au hasard. Voilà. Et en plus, là, c'est le jaune, cette couleur, c'est le fameux jaune de Naples. Voilà. Donc, oh merde, pardon. Donc, avec cette image, je procède beaucoup comme ça. J'ai tracé un parcours dans la ville, qui est un parcours symbolique, qui va dans des lieux liés au tremblement de terre, aux pestes, vous voyez, aux catacombes et tout ça. Donc il y avait cette image, je devais avoir entre 20 et 30 tirages, tous placés de façon très précise. Et voilà, je voulais m'arrêter sur ça là parce qu'on voit mieux sur la photo. Quand je fais ce dessin, dans mon atelier, vous avez vu, il y a une des études au début, je sais où je vais les placer. Et par exemple, toutes ces images-là, cette série, elles ne sont placées que dans des rues dont le sol est fait avec ces grosses dalles de 80 par 60 qui sont la lave du Vésuve, si vous voyez. C'est-à-dire que je sais que quand on va voir mon dessin, on va voir en même temps 30 mètres carrés qui ne sont pas neutres, quoi. Non seulement c'est noir, c'est très puissant,
ce sont des dalles qui sont là depuis des siècles, vous voyez, et qui sont la lave du Vésuve, c'est-à-dire cette épée de Damoclès qui est sur Naples. Vous voyez, je veux dire que le sol prend du sens. Je dessine mes personnages de manière à ce que le corps, une espèce de fragilité, et il y a la main qui vient se poser sur le sol. Et alors je dessine une main fragile, elle est imprimée, c'est du papier journal. Vous voyez, c'est des chutes de rotatives du Monde. À Paris, je suis près de l'imprimerie du Monde. Et voilà, parce que c'est un papier très fragile. Quand il est mouillé, on peut le faire rentrer dans le mur. Vous voyez, mais quand on le voit, on sent sa fragilité, si vous voulez. Il y a une espèce de mort annoncée de l'image. Et dans la proposition plastique que je fais, il y a ce qui est dans mon dessin, le corps, la référence à la peste et tout, mais même cette confrontation entre ces dalles ancestrales et le papier éphémère, il y a une proposition plastique là aussi. Il y a un artiste italien de minimal, Anselmo, il fait beaucoup de choses comme ça. Il met un bloc de marbre et il pose une salade dessus. Vous voyez, il provoque cette espèce de confrontation entre une chose immémoriale, comment on dit, bon, et une chose très fragile. Vous voyez, dans ma proposition, il y a ça, complètement. Vous voyez au-dessus de cette église, elle a été reconstruite après le tremblement de terre à la fin du XVe siècle, puis maintenant ce qu'on voit, elle a été construite à la fin du XVIIe, après la Grande Peste. Et il y a ces images de la mort qui sont dessus. Donc vous voyez, je mets tout ça en route. Et ces images, je ne les colle que dans la nuit du jeudi saint ou du vendredi saint. C'est-à-dire que je prends en compte une espèce de poids qu'il y a dans la ville de Naples au moment de Pâques, de la Passion, de la Résurrection. Les gens qui les voient, la façon dont elles sont placées, sont sur le chemin de procession napolitaine. Vous voyez, il y a cette lourde présence de Pâques, vous comprenez. Je veux dire que j'utilise ça. C'est évident que l'image n'est pas reçue de la même manière le vendredi saint que si le mec va à la plage au mois d'août, quoi. Vous voyez, je veux dire. Donc, je voulais donner cet exemple parce que très souvent, je prends en compte le temps aussi dans ma palette, comme un matériau poétique, si vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire que j'essaie de faire. Quelquefois, on a dit que je faisais des œuvres en situation, et en fait, j'essaie de faire œuvre de la situation. Vous voyez, de faire que mon image se nourrisse du. Vous savez, quand on partage la ville, quand on vit dans la ville, on partage, ça signifie qu'on partage de l'histoire. Bon, puisqu'on est là aujourd'hui, voilà. Insistons là-dessus. On partage de l'espace, on partage du symbolique, et tout ça que nous partageons, parce que c'est pour répondre à votre question, j'ai mis longtemps, mais vous me dites, qu'est-ce qui fait que ces images sont reçues? C'est parce qu'une grande partie de ce qui les constitue, ce sont des choses que nous avons en commun. Vous voyez? C'est cet espace, cette histoire, ce symbolique que nous avons, parce que nous partageons la ville. Alors justement, comment est-ce que vous travaillez en plasticien, en poète aussi, cette matière commune là que vous décrivez et qui prend sa source aussi dans l'histoire, c'est-à-dire que vous venez de dire la temporalité en réalité fait partie de la proposition artistique. Ouais. Je conjugue. Quand je sais que je vais travailler quelque part, c'est plus compliqué. D'abord, il y a un thème et tout ça, mais je vais déjà dans le lieu à toutes les heures de la journée. Je fais une approche de peintre, de sculpteur, de plasticien. La façon dont mettons l'image qu'on vient de voir, je sais comment les gens vont la découvrir en marchant. Vous voyez, ils sortaient d'une rue et ils chopaient cette image avec les têtes de mort à côté et tout. Vous voyez, donc je fais une approche de l'espace, une saisie de l'espace, mais je regarde comment la lumière vient sur le lieu, la texture du mur, les couleurs, vous voyez, une approche de plasticien. Mais simultanément, c'est-à-dire, je fais une approche de tout ce qui se voit et simultanément, je travaille tout ce qui ne se voit pas.
C'est-à-dire l'histoire, là je sais ce que je vous ai dit sur l'église qui a été reconstruite au XVe siècle, au XVIIe siècle, je sais la mémoire du lieu, quoi, hein, je sais la force symbolique du lieu, et mon dessin naît de ces deux problèmes. Par exemple, alors justement, vous parlez de mémoire des lieux, de rendre visible quelque chose qui est invisible. Dans votre proposition, en 1971, au moment donc, de la commémoration, hein, puisqu'il s'agit bien d'un moment particulier, c'est une commémoration, celle de la Commune de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez choisi les lieux sur lesquels vous avez travaillé, comment vous avez choisi les matériaux, les motifs aussi, parce qu'on est à nouveau devant des corps. C'était un peu la même problématique qu'avec le nucléaire. Je vais les mettre. Maintenant, je vais finir mon petit truc là de la conjugaison de choses. Donc, mon dessin s'élabore à la fois en prenant en compte les problèmes purement techniques, plastiques, que pose la mise en même temps, c'est une réponse à votre question aussi, que pose l'inscription d'une image dans la rue, et puis en prenant en compte ce que je veux, le sens que je veux travailler. C'est-à-dire, au fond, l'inscription de mes images, c'est le cas pour la commune, vise à densifier les lieux, quoi, à faire remonter à la surface leur potentiel poétique, dramatique, à les perturber. C'est-à-dire que mon image révèle quelque chose du lieu et le perturbe en même temps. C'est un peu comme ça. On va essayer de les trouver, ces images. J'en ai deux là-dedans. Je suis nul avec ce matériel. Si, je vais simplement, puisque c'est dans la file, ah non, les images sont parties là, tiens. Non, je vais revenir sur les autres alors. Voilà, là on doit avoir la commune. Comment on l'a fait apparaître là-haut? Je ne me rappelle plus. Ah, voilà. Voilà. Donc, pour vous répondre, en fait, là, c'est en 71. En fait, j'avais été invité par une galerie de Bruxelles à participer à une exposition qui avait pour thème la semaine sanglante de la Commune de Paris. Et c'est vrai que je connaissais mal. Je savais ce qu'était la Commune, mais je connaissais mal. Je me suis mis à lire beaucoup. Il y a de beaux textes de l'époque, hein, de Varlin, de plein de gens. Et quand j'ai mesuré tous les espoirs, toutes les utopies, c'est les libertés que portait la Commune de Paris, et mesurer à l'aune de tous ces espoirs ce que signifiait le massacre. Selon les bouquins, c'est 10 000, 30 000 morts hein, en quelques jours et tout ça. Là aussi, un peu comme pour le nucléaire, je me suis dit c'est ridicule de faire un tableau dans une galerie là-dessus. Et je pensais qu'il fallait intervenir sur les lieux mêmes, quoi, venir travailler les lieux, les réactiver, quoi, si vous voulez. Donc j'ai fait cette image de gisant, hein, que j'ai collé. Donc j'ai travaillé sur le plan de Paris. Je ne vivais pas encore à Paris à ce moment-là. Donc j'ai travaillé sur le plan de Paris dans des livres j'oublie de qui, les dernières barricades à la butte aux Cailles, autour du Père-Lachaise et tout ça. Et j'ai fait ces collages. Et puis, moi, je suis de la génération qui est allée en Algérie. J'ai été marqué par cette période. Et donc, j'ai fait des anachronismes volontaires. C'est-à-dire, j'ai collé dans des lieux liés à la Commune de Paris, mais j'ai collé aussi, par exemple, raté. C'était là, non? J'ai pour rien là. Voilà. Là c'est l'escalier du métro Charonne. Voilà, pour les gens plus jeunes, il y a 9 personnes assassinées sur les marches de ce métro qui manifestaient contre la guerre coloniale en 62.
Et j'ai collé aussi sur les quais de la Seine, où en 61, une répression terrible contre les Algériens a fait on ne sait pas combien de morts. Voilà. Donc j'ai collé là. Je fais des espèces d'anachronismes volontaires, quoi. Voilà. Est-ce que je peux rebondir du coup sur la guerre d'Algérie, parce que c'est vrai que c'est un thème très important dans votre œuvre, il est présent à plusieurs reprises. Il y a une œuvre absolument remarquable et aujourd'hui qui reprend à nouveau, comme toujours avec votre travail, toute son actualité. C'est l'œuvre que vous aviez réalisée autour de Maurice Audin. Je crois que c'était en 2003. Je ne sais jamais ce qu'il faut faire, moi. Laissez-moi m'occuper de l'ordinateur. Ça, je peux faire. Je vais vous expliquer pourquoi je dessine au crayon. Voilà. Mais ça, voilà. Et donc, en fait, voilà, j'avais envie de parler de Maurice Audin parce que, voilà, il y a presque quasiment un mois, eh bien, Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de la France dans la disparition et puis la mort de Maurice Audin. Il a aussi déclaré l'ouverture aux historiens des archives de la... Vous savez comment on va d'une image à l'autre? Alors, je vais essayer. Et puis on la met. Celle-là, elle est à l'envers, mais enfin, c'est pas grave. Pour ceux qui connaissent Alger, c'est le tunnel des universités. C'est là où Maurice Audin a enseigné. Voilà. Là, pour tout vous dire, j'ai été arrêté là, à cet endroit-là, pendant que je collais cette image. Parce que mes amis algériens, d'habitude, je colle la nuit. Je colle les images la nuit, parce que, d'après ce que j'ai dit, vous comprenez que c'est d'une façon, au fond, de composer les choses. La nuit, c'est plus calme et tout. Moi, je sais, les choses de Naples, je savais à 5 cm près où j'allais les mettre, quoi, vous voyez. Et puis ces images, ce papier journal, tant qu'il est humide, il est très fragile. On peut prendre, on peut l'enlever. Donc c'est bien qu'il sèche. Et puis j'aime bien que les gens découvrent au matin comme une surprise, quoi. Les gens passent tous les jours et d'un coup une image apparaît, quoi. Voilà. Mais là, mes amis algériens m'avaient dit ne colle pas la nuit, les flics peuvent te casser la gueule, ils sont très violents. Donc je collais le jour là. Oh, je raconte. Non, je suis parti. Excusez-moi, c'est une anecdote, mais c'était assez fort. J'étais en train de coller. Il y a 2 gendarmes qui arrivent, qui veulent me prendre mon appareil de photo. C'était il y a 7-8 ans. 7-8 ans. Et comme vous voyez, je suis assez âgé comme ça. Puis c'était 2 types qui devaient avoir 20 ans. Des pauvres types venaient de paysans qu'on avait dû en mettre dans l'armée ou quoi. Et je leur fais « Ah non, mais à vous, je ne vous parle pas là. Vous allez chercher votre chef, comme ça. » Donc il y en a un qui part, il revient avec un mec genre caporal et je fais pareil. Je dis « Non, mais je ne vous parle pas. Vous appelez vos chefs. » Alors ils étaient un peu intimidés comme ça parce qu'ils voient un Français qui... Voilà. Et donc, mais ça met longtemps. Et s'il y en a parmi vous qui connaissent Alger, très vite, il y a 100 personnes autour, quoi. Ce serait vraiment... Et donc on attend et c'était vraiment assez formidable. C'était un peu tendu, moi j'étais un peu mal à l'aise. Et il arrive une Jeep, un capitaine qui arrive, il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « Voyez, c'est Maurice Audin. » Il me dit « Je vous remercie de saluer ce martyr de notre révolution. Continuez, je vais expliquer à mes hommes qui il était. » Voilà. C'était très beau. C'était un moment très, très fort. Quoi. Vraiment. Non, mais là, je suis pour rien. Vraiment, voilà. On peut passer, voilà. Donc, Maurice Audin, en fait, j'avais été invité à une exposition sur le thème de l'Algérie, dans laquelle nous étions... ben voilà, il a été déchiré. De laquelle nous étions des artistes français, des artistes algériens. Moi, je suis assez critique sur ce qui se passe en Algérie, mais c'est pas à nous, on va pas faire du post-colonial, quoi, de critiquer. Bon, c'est leur affaire. Et donc, moi, j'ai cherché quel thème je pouvais traiter qui concerne la France, vous voyez, mais qui est en rapport avec la guerre d'Algérie. Et une nuit, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, mais c'est Maurice Audin, son corps disparu incarne tout le non-dit. Vous voyez, la torture, le silence, tout ce qui ne s'est pas dit sur la guerre d'Algérie, qui fait qu'on n'a pas apaisé nos relations avec ce pays, quoi. Vous voyez, je dirais, et comme vous l'avez vu ces dernières semaines, j'ai fait ça il y a 7-8 ans, ces dernières semaines, ça s'est un peu débloqué, quoi. Vraiment, ça s'est débloqué. Il ne faut pas oublier, je craignais ça, mais moi, je ne pouvais pas intervenir par rapport aux Algériens.
faut pas oublier que des gens, des Algériens qui ont subi ce qu'a subi Maurice Audin, il y en a des milliers. Voilà, il y en a des milliers, et il ne faut pas privilégier le cas de Maurice Audin parce qu'il est blanc et français, quoi. Voilà, voilà. Mais il y a eu des milliers. Donc ça, c'est à l'endroit où on l'a arrêté pratiquement, c'est devant la porte d'entrée de chez lui. Voilà. J'ai collé, j'avais longtemps parlé avec Henri Alleg, et j'ai collé les endroits où il a étudié, les endroits où il a enseigné, les endroits où il vivait, et probablement l'endroit, je ne sais pas si on a mis une photo, l'endroit où ils ont été torturés. Et où il a été tué probablement. Voilà. Alors, justement, souvent vous dites que vos images sont comme des empreintes. Et... Ouais, je tiens un peu à ça. Ouais, cette idée-là, et je l'ai bien compris, il y a 4-5 ans, j'ai fait un travail en Palestine. J'ai eu la chance que Mahmoud Darwish, qui était pour moi, je ne dis même plus poète palestinien parce que ça réduit toujours, quoi. C'est un poète universel. Était passé me voir et m'avait dit mais pourquoi tu ne viens pas? Donc j'étais allé en Palestine. Je me suis rendu compte de ça. Oui, cette question si vous voulez, dans mes dessins, eh ben, ça me permet d'expliquer aussi autre chose, si je ne perds pas le fil. Je fais toujours des digressions comme ça. Dans mon dessin, mes dessins posent ce problème. Il faut si je ne reviens pas sur le thème, vous m'interrogez. Hein. Je vous laisse. Il faut dans mes images, pour qu'elles fonctionnent, pour qu'elles aient une présence qui a assez d'effet de réel, si vous voulez. Donc, le fait que c'est presque toujours grandeur nature va dans ce sens. En même temps, je serais apte techniquement à faire du trompe-l'œil. Je ne veux surtout pas faire ça. C'est-à-dire que je veux que mes images apparaissent. Au théâtre, on dirait une distance. Vous voyez cette idée-là? C'est-à-dire montrer et montrer qu'on montre, quoi. Affirmer que c'est une image. Alors, dans mon travail, et je suis toujours sur cette contradiction. Il faut qu'il y ait assez d'effets de réel pour qu'on les rencontre dans la rue, qu'il y ait quelque chose de presque sensuel, un face-à-face physique comme ça, et en même temps quelque chose qui dit c'est une image. Vous voyez? Donc, le dessin en noir et blanc, c'est ça, c'est la convention du dessin, et le fait que je laisse le papier blanc, c'est vraiment, au fond, mon travail peut se résumer comme ça, c'est appréhender une réalité dans toute sa totalité, et je glisse un élément de fiction qui s'affirme comme élément de fiction. Donc il faut toujours, j'ai toujours des fois un peu de mal. Mettons pour l'image de type qui portait l'autre sur son dos, j'ai dû, peut-être vous l'avez remarqué, j'ai détouré le truc. Parce que le rectangle blanc cachait, empêchait le fonctionnement du trou, vous voyez? Mais en général, je laisse la feuille blanche pour affirmer cette distance. Et dans la réalisation de mes images, je fais un très gros travail de dessin, je mets longtemps à les élaborer, à trouver, je veux dire encore autre chose. Il y a quand même une espèce de neutralité, c'est pas très expressionniste, enfin vous voyez, je tiens, il est très tenu, et grandeur nature, parce que c'est vrai que implicitement, hein, vous avez regardé, c'est pour ça que vous pouvez dire ça, mais les gens ne pensent pas à une empreinte. Mais j'aimerais que mes images soient perçues comme une empreinte. Vous voyez, moi je ne suis pas croyant, mais toute ma référence là-dessus, c'est le Suaire ou la Véronique. Vous voyez, je veux dire l'idée de l'empreinte. Parce que dans l'empreinte, il y a quelque chose qui est très dialectique. Je veux dire que c'est comme des pas dans le sable. Ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un. Il y a eu quelqu'un et il n'y est plus. C'est-à-dire que ça dit une présence et ça dit une absence. Et pour Mahmoud Darwish, qui a eu une vie d'exil, il incarne le drame du peuple palestinien et l'exil des 48 et tout ça, cette image disait ça, sa présence et son absence. Vous voyez? Donc ça, je tiens assez à cette idée d'empreinte, mais je ne crois pas que ce soit toujours perçu. Mais implicitement, ça y est, quoi. Voilà.
On est frappé aussi, par exemple, ici, là, par cette image de Mahmoud Darwish, tout à l'heure par celle de Maurice Audin, par vos piétas napolitaines, cette importance accordée au corps humain, à l'homme, en fait. Ouais. Je préfère les dames, mais c'est plus difficile. Non, c'est très difficile de mettre une image de femme dans la rue. C'est beaucoup plus. Vous pouvez pas une image, mettons l'image sur laquelle on s'est arrêté, l'homme qui porte un corps comme ça. On peut pas porter le corps d'une femme comme ça. C'est impossible. C'est impossible. On peut pas mettre une image comme ça dans la rue. J'ai eu ce problème quand j'ai. Ah, vous avez eu quelque chose à la tête. Parce que j'ai fait une image au moment des débats sur la libéralisation de l'avortement. C'est très difficile. C'est très délicat. Voilà. C'est parce que cette photo est un peu trop contrastée. Mais vous savez, pour ceux qui ont l'âge, alors, les gens qui étaient contre cette libéralisation avaient fait une affiche avec un fœtus qui disait « l'avortement tue ». Et moi, là, j'ai travaillé avec un groupe de femmes qui disaient « l'avortement tue les femmes, l'avortement clandestin ». C'était un retournement du mot d'ordre réactionnaire, vous voyez. Et ça a été collé. D'habitude, tout ce que je vous montre, c'est moi qui colle. Ça, certaines ont été collées par des groupes de femmes dans d'autres villes. On l'avait distribué. À ce moment-là, il y avait le MLF. Ma compagne faisait partie du MLF. C'était redoutable, les discussions. Oui, les dessins dans la rue posent je fais toujours des trucs dramatiques, j'ai l'air de déconner, mais c'est parce que c'est plus facile d'en parler. Et justement, là, par exemple... Est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a une autre, oui. Comment est-ce que vous pensez l'image dans l'espace, en fait? Ben là, on le voit, j'ai eu un mal fou à l'inscrire dans la rue, et c'est avec l'idée d'utiliser le plan vertical et le plan horizontal que j'ai pu faire tenir. Je ne pouvais pas la mettre debout, j'ai eu beaucoup de mal à faire cette image. Je n'étais pas complètement convaincu. Parallèlement, je vous avais montré, j'avais fait des affiches avec des textes et tout, voilà, pour le MLF. Voilà. Les dessins... je disais que je travaille beaucoup les dessins, vraiment, c'est parce que si vous faisiez un dessin dans une galerie avec, je le fais, hein, moi, j'ai fait avec une Marie-Louise autour, un cadre et tout sur un mur blanc, on arrive toujours à ce que ça tienne le coup avec de faux traits de construction, quelques coulures, bon, on se débrouille. Je veux dire, quand vous mettez une image dans une rue de Naples, avec des draps aux fenêtres, des cariatides, un palais qui fait 25 mètres, le bordel visuel, il y a le bordel visuel de la rue, pour que les images tiennent le coup, il faut qu'elles soient vraiment étayées. Certes, il y en a certaines que j'ai fait trop vite, elles tiennaient pas, quoi. Vous voyez, je dirais, elles ne sont pas présentes. Et il faut penser aussi, si on arrive à revenir à Naples, il faut penser aussi que implicitement comme ça, quand on parle des images, on pense toujours qu'elles seront découvertes frontalement, vous voyez. Et quand on les met dans la rue, elles sont appréhendées à Naples, dans des rues qui font 3 mètres, elles sont vraiment chopées en biais, quoi, vous voyez. Et il y a des espèces de distorsions, ça exige, si on peut aller... Là, ça descend, là? Non. Je ne sais pas. Comment? J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Tout à l'heure, vous m'aviez bien expliqué, mais... Vous voulez quelle image? Non, il faudrait descendre à la mort de la Vierge. La mort de la Vierge. Au-dessus. Au-dessus. Bon, mais même celle-là, voilà, on peut laisser ça. Bon, c'est pas très clair. Oui, en fait... Ah oui, il y a un petit dessin, ouais, mais il ne permet pas d'expliquer. Non, mais gardons l'autre. Voilà. À Naples, je vous l'ai dit, mais c'est un peu schématique, parce que j'ai travaillé plusieurs années, et c'est un peu schématique de le résumer. J'ai fait tous ces parcours qui touchaient aux représentations de la mort, et il y a à Naples une propension à vénérer les femmes. Tous les quartiers ont une sainte et tout ça. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette idée des femmes de Naples. Et en partant de Marie-Madeleine, Sainte-Agathe et tout ça. Et la Madone de l'Arco. Et le parcours sur la mort, le parcours sur les femmes,
je les fais se croiser dans une rue qui s'appelle Spacca Napoli. Bon, il y a des blagues un peu salaces, c'est la fente de Naples. Et donc j'ai fait croiser ces parcours sur la mort et sur les femmes avec cette citation du Caravage, la Dormition de la Vierge de Caravage, on a la chance, il est au Louvre, c'est un des plus beaux tableaux du Louvre. Mais voyez, ce tableau, il a été fait pour une église du Trastevere à Rome, pour être découvert très frontalement. Tandis que le martyre de Saint-Matthieu à Saint-Louis, on l'attrape un peu en biais. Et le raccourci du bras de la Vierge, si je le dessine comme il est dans le tableau, dans la rue en biais comme ça, il a l'air d'un moignon. Vous voyez, je veux dire que j'ai dû... Alors, les gens croient quand je cite un tableau qu'aussi bien je projette une diapo. Ça ne marcherait pas du tout. Il faut retravailler l'espace dans lequel s'inscrit le corps pour que ça fonctionne. Surtout là, parce qu'on l'appréhende à la fois de gauche et de droite. Et c'est un problème très spécifique de la rue, quoi, de la mise en place dans la rue. Et là, pour vous raconter... je l'ai mis à cet endroit-là, d'abord parce que cette rue s'appelle comme ça, mais parce qu'il y avait toujours ces deux femmes-là. Et si vous vous souvenez, dans le tableau, il y a au premier plan une Marie-Madeleine qui fait le passage entre l'espace de la Vierge et celui comme c'est souvent dans des tableaux de Caravage. Et ces femmes-là, en fait, tout le monde les connaissait. Elles vendent officiellement des serpillères, mais en fait, elles vendent les cigarettes de contrebande. Voilà. Mais même les policiers vont acheter, tout le monde sait quoi. Voilà. Et là, j'ai eu une belle aventure parce que l'année d'après, je suis retourné à Naples avec cette photo. Non, une photo où on les voyait mieux. Pour leur offrir. Attendez. Oui, c'est celle-là. Et j'ai appris qu'Antoniette, à celle du bout, était morte. Et dans la nuit, avec la photo, je l'ai dessinée où elle était tous les jours. Voilà. Et alors ça, c'est devenu comme une image sainte, quoi. C'était vraiment... j'étais dans le quartier, après, j'étais vraiment... Voilà, c'était extraordinaire. Voilà. Et je ne sais pas s'il y avait d'autres, là. En fait, Mahmoud Darwish, j'ai fait cette image-là parce que le projet, c'était que j'aille travailler avec lui à Ramallah. Et comme vous le savez peut-être, il est mort au cours d'une opération aux États. Son médecin à Paris n'a pas voulu l'opérer. Il est allé se faire opérer aux États-Unis et il est mort pendant l'opération. Et normalement, le projet, c'était que j'aille à Ramallah, là où il était installé, et que nous fassions des images ensemble. Et quand il est venu dans mon atelier, il a découvert, peut-être vous connaissez, j'ai fait une image de Rimbaud qui est dans 150 bouquins, quoi, vraiment partout. Et Darwish me dit, c'est toi qui as fait ça? Il me dit, mais je l'ai moi aussi. Et donc, ce Rimbaud que j'avais collé de Charleville à Paris, dans les années 70, du coup, comme je suis arrivé à Ramallah et que j'ai appris la mort de Darwish, j'ai fait la même chose pour lui. J'ai fait un parcours de Ramallah à Gaza. Voilà. Mais à Gaza, on ne m'a pas laissé rentrer et on a collé avec Skype et l'ordinateur. Donc, il y avait des artistes de Gaza qui ont collé. Je leur disais un peu plus à droite et tout. C'était très sympa. Voilà. Bon. Ça, j'aime beaucoup cette image. C'est dans le marché de Ramallah. C'est la première image que j'ai collée là-bas. Et vous savez que je la colle, tout le monde s'arrête. Mahmoud Darwish, Mahmoud Darwish. Tout le monde le connaît, tout le monde connaît ses poèmes. À Naplouse, j'ai collé dans la rue. Les gens sont un peu étonnés, ils voient un mec comme moi, comme ça, qui se met dans la rue. Et comme je colle à partir des pieds, puis quand le visage est apparu, ils sont Mahmoud Darwish, mais il y a beaucoup de gens dans la rue, ils n'ont pas de travail. Mahmoud Darwish, et je collais chaque fois un extrait de poème. Et bien, je vous assure, après ils m'ont suivi, et chaque fois, ils continuaient le poème en entier, quoi. Tout le monde connaît la poésie de Darwish, c'est très émouvant, vraiment. Et c'est un immense poète, quoi, vraiment. Voilà, c'est dans le marché de Ramallah. Oui, c'est vraiment vos figures qui hantent les lieux de toutes ces villes du monde, en réalité. Vous avez parcouru vous êtes promené sur toutes les grandes villes du monde, en réalité. Votre œuvre, on n'a pas eu le temps de parler de Johannesburg aussi, où pourtant elle a eu un impact considérable, cette image, au moment
de l'épidémie du sida. C'est quelque chose... En fait c'est parce que je me suis trouvé lié avec l'Afrique du Sud, un peu par hasard, parce que, comme je vous ai dit, je suis niçois, et en 1974, le maire de Nice a eu le culot c'était la seule ville au monde qui a été jumelée avec l'Afrique du Sud en plein apartheid. Voilà. Et quand j'ai appris ça, j'ai fait un collage. J'ai fait un collage le jour du jumelage. Il y avait une énorme fête qui traversait toute la ville, avec un match de rugby. À ce moment-là, c'était l'équipe de rugby qui était les vrais ambassadeurs de l'Afrique du Sud. Voilà. Donc j'ai imprimé une famille de Noirs derrière des barbelés. Et là non plus, je n'ai pas collé toutes les images, parce que comme je suis niçois, j'ai imprimé toutes ces images, je suis descendu à Nice, et on avait 20 copains, et on a collé sur tout le parcours la veille des fêtes du jumelage, quoi. Ça a été vraiment un gros... oui. On a annulé toutes mes expositions à Nice et tout, après, mais bon. Mais attendez, je vous raconte une anecdote qui s'est passée récemment. J'ai eu une exposition, comme vous avez dit, au musée de Nice l'année dernière. Et j'ai mis cette grande photo à l'entrée de mon exposition. Et quand il est arrivé le maire et tout ça, je dis, vous voyez, je commence mon exposition par ce moment où notre ville s'est déshonorée. Et le maire et M. Estrosi me disent, Ernest Pignon, attendez mon discours. Et je vous dis, j'étais vraiment scié. Ernest Pignon, l'exposition qu'on vient de voir montre l'humaniste que vous êtes. C'est vous qui aviez raison. Vous avez été victime d'une injustice quand nous vous avons écarté de la vie culturelle de Nice. Nous avions fait une grave erreur. Merci d'être venu quand même, comme ça. Voilà, incroyable. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, il faut reconnaître. C'était dire ça devant 3000 personnes et tout. C'est vous qui aviez raison. Nous avions fait une grave erreur, c'est vous qui avez raison. Il avait écrit. Bon, il faut, voilà. Donc, et en fait, quand j'ai fait ça, il y a eu dans la presse des trucs, médecins avaient fait une déclaration contre moi, bon, enfin, et du coup, le comité des Nations Unies contre l'apartheid m'a envoyé des télégrammes de soutien, et je me suis mis à travailler avec eux. Donc, à ce moment-là, je faisais un livre avec Jacques Derrida. Enfin, je faisais un livre avec Jacques Derrida. Et Jacques Derrida m'avait demandé de faire des dessins dans son livre. C'est plus juste. Mais j'étais très content de le connaître et de faire comme ça des débats avec lui. Donc il m'avait demandé des dessins pour un de ses bouquins. Voilà. Donc j'étais flatté qu'il s'intéresse à mon travail et tout ça. Donc je lui ai parlé de ça. Et j'étais très ami avec Antonio Saura, vous voyez, le peintre, le frère de Carlos, le cinéaste. Et tous les trois, nous avons bâti un projet qui s'est appelé Artistes du monde contre l'apartheid, que j'ai présenté aux États-Unis, aux Nations Unies, là-bas, et qui a pris une grande ampleur, quoi, vraiment. Et nous avons fait tourner une exposition de 1980 jusqu'à la fin de l'apartheid dans 48 pays, en dénonçant le régime, avec des textes de Brink, Amado, Ginsberg, Léris qui était encore vivant. Enfin voilà, on a fait un gros travail. Et avec Antonio Saura, nous avions rédigé le cahier des charges. Et nous avions dit les œuvres appartiendront au premier gouvernement démocratique d'Afrique du Sud, en 80. Et donc je suis allé tout porter et j'ai rencontré Mandela 2 fois et tout ça, quoi. Voilà, c'était un grand... Et c'est comme ça que j'ai été amené... j'ai été invité dans des musées en Afrique du Sud et les gens, voyant mon travail, m'ont demandé de travailler avec eux sur le sida. C'est comme ça que je suis allé travailler à Soweto sur le sida. Voilà. Alors on pourrait vous écouter des heures. Parler de votre travail, c'est une vraie traversée puissante, poétique et en même temps politique de ce siècle. Sinon que... Je me méfie toujours de ça parce que c'est souvent très réducteur. Toujours très réducteur. Quand on dit la politique. Comme on traîne des casseroles de ce qui s'appelait réalisme socialiste et tout ça, il faut qu'on fasse gaffe. Quoi, voilà. Non, vraiment. Mais Darwish aussi, Mahmoud Darwish m'a posé la question. Il m'a dit, mais moi aussi, il me dit, tu sais, c'était Elias Sambar qui traduisait, hein, je ne parle pas arabe.
il me dit, je parle de ma mère, où je dis que j'aime une femme, on croit que c'est la Palestine. Il dit, mais non, c'est une femme. Vous voyez, je veux dire qu'il était agacé, qu'il y ait toujours des lunettes politiques, quoi, sur tout. Voilà, et donc, moi, je travaille tout le temps avec les images des poètes. Hein. Je travaille sur Robert Desnos. Pour moi, c'est une référence. Mon prochain projet, c'est de faire Aurélia de Nerval. J'ai travaillé sur Mayakovsky, sur... encore sur Pasolini, on va voir Pasolini, ou Desnos. Si on pouvait voir l'image de Desnos. Alors on peut peut-être, du coup, voilà, peut-être terminer, je le crains, sur cette image de Desnos, peut-être, ce parcours Desnos. C'est celle d'en bas. D'en bas. Peut-être, alors justement, avec cette idée, celle-ci. Voilà, Desnos. Desnos, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, j'essaie de prendre en compte ce qui se voit dans un lieu. Desnos, dans plusieurs poèmes, dit « Je suis né sous le signe de la Tour Eiffel ». C'est la modernité, vous voyez, il fait le cinéma et tout ça. Et en même temps, là, ce mur, j'ai travaillé sur le plan de Paris du 19e. À mon avis, à 5 mètres près, on est à l'endroit où Gérard de Nerval s'est pendu. Vous voyez, j'essaie toujours de travailler les choses comme ça, la charge des lieux. Et là, le dessin avec l'ombre, c'est dans mon dessin à l'ombre sur le visage de Gérard de Nerval. Voilà. Je travaille beaucoup comme ça. Là, voilà. Non, j'ai refait d'autres images sur Desnos, mais voilà. Alors, je crois malheureusement que l'heure tourne. On me fait des signes. Est-ce qu'on peut prendre une question peut-être avant de se séparer si, je voudrais mettre au moins Pasolini. Si quelqu'un là-bas, il y a un geste très Je voudrais bien mettre au moins Pasolini sur le fond. Bien sûr. Au moins. Parce que certaines images sont encore dans Rome et dans Naples. Bonjour. Ici, là. J'ai une question. Vous travaillez beaucoup avec le dessin, les pochoirs et le collage. Et ça vous est jamais... ça vous dit pas de travailler d'autres matériaux, peut-être plus forts, par exemple la sculpture ou le land art qui est devenu très populaire ces derniers temps, et travailler sur des sujets actuels comme quand vous aviez travaillé sur l'avortement ou sur la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, enfin des problématiques plus actuelles comme par exemple le problème du climat ou après je suis pas très au courant de tout ce qui se passe, mais je sais pas si vous comprenez ma question. Ça résonne trop. Ça résonne beaucoup. En fait, Madame vous demande si vous avez pu vous intéresser par exemple à d'autres types de matériaux, de médiums comme la sculpture ou le land art. Oui, j'ai fait, mais moi je tiens assez au dessin, surtout en ce moment où on est dans une période où on a des images qui durent 1/1000 de seconde, et le choix de dessiner, c'est presque un choix éthique. Vous voyez, c'est affirmer la main et la pensée, un temps humain, quoi. Je suis parmi les privilégiés qui ont visité la grotte Chauvet, quoi. Vous voyez, je veux dire que on a des gens qui, avec le dessin, avec la main, nous font signe depuis 34 000 ans, quoi. Voilà. Donc, je tiens beaucoup au dessin. Ouais, c'est une affirmation, quoi. J'ai dit éthique, presque, c'est un peu exagéré, mais c'est un choix comme ça, qui dit la main, la pensée. Le dessin est ça d'intéressant que, d'abord, il n'est pas coincé comme la peinture, vous voyez, temporellement. Moi, si vous montez une peinture sur les 2000 ans, à 50 ans près, je vous dis de quand elle date. Ce n'est pas le cas pour le dessin. J'ai eu une grande expo au musée Ingres, j'aurais pu glisser un dessin de Picasso, vous voyez, j'aurais pu... Voilà. Donc le dessin a ça. Mais j'ai travaillé, j'ai fait une fois. Les circonstances ont fait que j'étais installé dans une forêt, et j'ai fait ce constat, je me suis dit, ça fait 40 ans que j'interroge ce qui nous entoure, quoi. La ville, les autres, et tout ça, et j'ai jamais travaillé par rapport à la nature. Et donc j'ai réfléchi à la perspective d'intervenir dans la forêt. Donc j'ai fait un travail là-dessus. J'ai travaillé avec un biologiste, c'est-à-dire
quand je vous dis j'essaie d'appréhender ce qui se voit, ce qui ne se voit pas, pour aller vite, j'ai dessiné pas mal les arbres, j'ai essayé de comprendre comment la lumière se développait, mais ce qui ne se voit pas dans la nature, c'est la photosynthèse, et c'est un miracle, quoi. C'est le soleil qui devient de la vie. Donc quand j'ai compris ça, je n'avais jamais compris très bien le fonctionnement de la photosynthèse. Je suis allé trouver un biologiste qui travaillait pour les gens qui ont mon âge. Vous vous rappelez, à un moment, on parlait de steak de pétrole. C'est un type qui travaillait avec des algues et des micro-algues et tout ça. Il avait réussi à immobiliser des végétaux unicellulaires qui ont 3 milliards d'années, à les immobiliser dans un polymère. Et donc, il avait fait des petits cubes de 1 cm, même pas, qui avaient toutes les fonctions d'une feuille, quoi, qui fixaient le gaz carbonique, qui produisait de l'oxygène. Donc, avec lui, j'ai travaillé, j'ai fait des personnages installés dans les forêts. J'ai fait tout un travail qui a été présenté à la Biennale de Venise, au Jardin des Plantes de Paris, tout ça, quoi. Il y a eu beaucoup de publications dessus. Et même le CEA, le centre nucléaire, me les a demandés pour faire des expériences dessus. Voilà, donc j'ai fait, c'est la seule fois. Sinon, vous voyez ce que je fais, là quand j'ai fait ça, à un moment, j'avais une dette de c'était combien 40 000, c'était des anciens francs, 40 millions anciens. Vous voyez, parce que les moules, ça coûte. Alors que mes interventions, j'ai une grande liberté, quoi. Je suis parti travailler au Chili, je suis parti travailler à Soweto, tout repose que sur mes dessins, sur mon travail, quoi. Vous voyez, et ça me laisse une grande liberté. Surtout maintenant qu'en plus mes dessins se vendent, donc je peux coller des trucs dans les rues et puis je gagne, voilà. Non, mais c'est mes dessins préparatoires qui me permettent d'aller coller à Soweto, voilà, je veux dire, pour vous faire rire et pour finir, une fois Armand, qui était niçois aussi, vous savez, il m'a dit, mais tu es fou, tu colles des dessins originaux dans la rue. J'ai collé beaucoup de dessins originaux à Naples. Et je lui dis, déjà, tu sais, je ne vis pas sur le même train que toi, parce que lui, il avait une Rolls, une Jaguar, tout ça. Et il me dit, mais comment tu fais alors? J'ai dit, écoute, ma galerie vend mes dessins préparatoires, mes photos, et ça va très bien, quoi. Vraiment, c'est vrai. Et il me dit, ah, tu fais comme Christo, tu fais un miracle, après tu vends des médailles. Voilà. Il était vraiment pas con, vraiment. Voilà. Donc je fais des miracles. Merci Ernest Pignon-Ernest pour ce magnifique entretien et merci donc à tous d'être venus. Merci à vous, je ne vous ai pas laissé parler assez. C'est un honneur.